Bureau par bureau les résultats du scrutin. Le principal opposant, le militant des droits humains Biram Da Abey, pour leur deuxième, avec environ 22% des voix, a déclaré ce dimanche au cours d'une conférence de presse qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de la CENI qu'il accuse d'être instrumentalisés par le pouvoir. Le candidat islamiste de Tawassoul, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, Amadi Ould Sidi El Mokhtar, se classe pour l'instant troisième avec quelques 13% des suffrages. Il a déclaré rester attentif à tout manquement et a appelé ses compatriotes à s'éloigner de tout ce qui peut créer le désordre et perturber la tranquillité des gens. La CENI a jusqu'à lundi soir pour prononcer les résultats définitifs provisoires. Mohamed Azouani a déclaré que seule la CENI est en droit de publier les résultats. Le taux de participation se situe autour de 55% selon la CENI. Lors d'un récent forum en Belgique, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, a livré un discours passionné sur l'avenir du Sahel et le rôle crucial de l'Alliance des États du Sahel, AES. Abdoulaye Diop a exprimé la conviction que ces trois pays ayant quitté la CEDEAO sont désormais animés par une volonté commune de construire une intégration régionale plus approfondie. Cette démarche vise à offrir à ces États une plus grande marge de manœuvre pour répondre aux défis et opportunités propres à la région du Sahel. Pour nous, notre engagement pour l'intégration et l'unité et l'idéal panafricain reste intact, mais nous trouvons que certaines de ces organisations, de notre point de vue en tout cas, n'incarnent plus cet idéal. Et qu'il nous faut, à travers l'Alliance des États du Sahel, proposer une alternative. D'avoir une organisation, qui ne soit pas pilotée par l'extérieur, une organisation qui ne devienne pas un danger pour ses membres, pour ses populations. Comment on peut travailler à rapprocher nos populations en mettant en place une autre façon de faire. Cette nouvelle orientation souligne l'importance de l'intégration régionale et de la coopération entre les États du Sahel pour relever les défis de sécurité et de développement auxquels la région est confrontée. En se regroupant au sein de l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali montrent leur volonté de travailler ensemble pour renforcer la stabilité et la prospérité de la région. L'AES se bat pour ça, pour une gouvernance améliorée, une gouvernance qui réponde aux préoccupations de nos populations. Préoccupation numéro 1, sécuritaire. Sécuritaire pour reprendre en main nos États. Et ensuite, créer des modèles de gouvernance qui peuvent... Deux, mais il faut une économie, il faut une transformation structurelle de nos économies pour que nos économies profitent à nos populations. Parce que toutes ces richesses qui sont là, nous, au État de l'AES, nous voulons désormais discuter différemment. Pour rappel, l'Alliance des États du Sahel, AES, encore appelée l'Iptako-Gourma, est un pacte de coopération et de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso le 16 septembre 2023. L'accord avait été signé à la suite d'un coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, contre lequel la CEDEAO menaçait d'intervenir militairement. Au Nigeria, 18 personnes au moins ont été tuées, des dizaines d'autres blessées dans 3 attentats suicides samedi dans la ville de Goza dans l'état de Borno. La première explosion a eu lieu lors d'un mariage. La kamikaze a enclenché l'engin en plein milieu de la cérémonie. La seconde attaque s'est produite juste après, pendant les rites funéraires des victimes de l'attentat du mariage. Quelques minutes plus tard, une explosion d'un autre engin par une adolescente a eu lieu aux alentours de l'hôpital général de la ville, ont affirmé les autorités locales. Les blessés ont été transportés dans plusieurs ambulances vers la capitale Maïdougouri. Boko Haram s'était emparé de Goza en 2014 et l'avait déclaré califat après avoir pris le contrôle d'une partie de l'état de Borno. La ville a depuis été reprise par l'armée nigériane, mais le groupe terroriste continue de lancer des attaques. Le conseil d'administration du FMI a approuvé la deuxième revue du programme de prêt de 3 milliards de dollars du Ghana, permettant le décaissement immédiat d'environ 360 millions de dollars selon un communiqué de l'institution. Cette nouvelle tranche vise à sortir le pays d'Afrique de l'Ouest de la crise économique à laquelle il fait face. Le montant porte à 1,56 milliard de dollars les fonds reçus par le Ghana au titre du même programme du FMI. Cette stratégie des institutions internationales de Bretton Woods, entre autres, il s'agit pour ces institutions, au nom des grands pays capitalistes qui dirigent le monde, de
maintenir le sous-développement de ces pays-là. Ce financement alloué par l'institution de Bretton Woods a été motivé par des progrès satisfaisants réalisés dans la restructuration de la dette et la progression des réformes structurelles. Le fonds reste confiant que les autorités ghanéennes poursuivront leurs efforts en s'appuyant sur des réformes visant à renforcer la mobilisation des recettes et à rationaliser les dépenses non prioritaires, tout en élargissant les programmes de protection sociale pour atténuer l'impact de l'ajustement budgétaire sur les couches les plus vulnérables. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Kenya, poussé par le FMI et la Banque mondiale. Le président a voulu faire des économies en taxant les produits de première nécessité. Eh bien, vous avez vu la révolte de la population, parce que les populations sont prises à la gorge. Voilà les réalités. Le Ghana connaît actuellement d'importantes difficultés financières qui se traduisent par une inflation élevée, une hausse rapide des prix de denrées alimentaires et de l'énergie et une dette extérieure considérable. Au début de l'année 2023, la dette extérieure du pays s'élevait à environ 3 milliards de dollars. Au Tchad, plus de 2 semaines après l'explosion du dépôt de munitions de l'armée qui a fait 9 morts et des dizaines de blessés, les dommages causés ne sont toujours pas recensés par les autorités. Une situation qui inquiète les victimes de ce sinistre qui attendent réparation des dommages humains et matériels. C'est le cas par exemple de la clinique As-Salam Medical Center qui a perdu la moitié de ses matériels et de son bâtiment principal. Il y a des dégâts matériels très énormes pour notre clinique, notamment la moitié des bâtiments se détruit. Et il y a eu aussi des dégâts sur nos matériels et les appareils. Nous attendons à ce que le gouvernement envoie une équipe pour évaluer les dégâts et on verra la suite. Le gouvernement évalue ses propres dommages à hauteur de plus de 7,5 milliards de francs CFA, mais n'a pas évoqué la question de réparation des dommages privés. Par ailleurs, les autorités ont également décidé de déplacer les entrepôts de l'armée et les camps militaires en dehors des villes pour prévenir des catastrophes liées aux explosions de munitions. Il y a, disons, 10, 20, 30 ans, le site de la poudrière était la brousse. Vous vous rappelez même, il y a un cimetière là à Maralgos. Mais maintenant, le site est devenu au centre de la ville. Les études sont déjà faites. Je ne veux pas vous dévoiler tous les secrets ici, mais nous ne sommes pas à un seul point stratégique. Pour rappel, un incendie d'origine inconnue s'est déclaré le 18 juin 2024 dans un dépôt de munitions situé à proximité du centre-ville, faisant 9 morts et 46 blessés, selon le gouvernement. Le président Mahamat Idriss Déby a promis l'ouverture d'une enquête et la prise en charge des blessés par l'État. Situation toujours tendue au Kenya. Si le président William Ruto a refusé de promulguer la loi des finances 2024-2025, les tensions ne sont pas redescendues pour autant. La violente répression des manifestations anti-taxes a fait naître plusieurs autres revendications. Plusieurs voix appellent désormais à battre le pavé dès mardi pour exiger la démission du chef de l'État et l'abandon de cette loi. Dans ce bras de fer, le Kenya a connu une série de violences qui s'est soldée par des dizaines de morts et des centaines de blessés. Le spectre d'une reprise des hostilités plane sur ce pays d'Afrique de l'Est. Les forces de sécurité sont encore bien présentes dans les artères de la capitale Nairobi. Dans la foulée, la Haute Cour de justice a éliminé l'usage des armes létales pendant les manifestations anti-taxes, mais l'opposition craint que cette ordonnance ne soit contraignante pour les forces de sécurité. Au moins 30 personnes ont perdu la vie mardi dernier, jour où le Parlement a été pris d'assaut par des jeunes mécontents de l'adoption de la loi des finances. Les relations commerciales entre l'Afrique et les Caraïbes connaissent une dynamique avec l'engagement d'institutions financières des deux régions, à l'instar d'Afreximbank. L'Afrique en particulier pourrait voir ses exportations vers les Caraïbes augmenter de 54% d'ici 2026 en mettant l'accent sur le développement de secteurs clés. De même, les Caraïbes pourraient augmenter leurs exportations vers l'Afrique de 29%, offrant ainsi de nouvelles opportunités commerciales aux deux régions. Pour parvenir à un commerce réussi et durable dans les années à venir, le développement du commerce entre l'Afrique et les Caraïbes doit se concentrer sur les investissements dans des secteurs tels que l'énergie, les transports, d'après des experts.
Je pense que le secteur prioritaire pour l'investissement est celui des énergies renouvelables, car si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas construire d'industrie. C'est une chose importante. Évidemment, le facteur humain, c'est-à-dire le tourisme, est important parce qu'une fois que vous êtes capable de déplacer des gens d'une région à l'autre, vous pouvez créer des activités. À cet effet, il faut s'engager dans le transport. Cela est nécessaire pour voyager de n'importe quel pays africain, même vers un autre pays africain, ou d'un pays africain vers un pays des Caraïbes. Selon les experts, l'Afrique, qui compte 17% de la population mondiale, ne représente que 4% du PIB mondial et à peine 2% de la production manufacturière mondiale. Selon Omar Harouna, l'Afrique et les Caraïbes doivent évoluer vers l'industrialisation. Nous devons industrialiser l'Afrique et les Caraïbes et nous devons absolument commencer à produire. Comme vous pouvez le constater, nous commerçons beaucoup, mais nous ne produisons pas localement. Nous n'ajoutons pas de valeur à nos matières premières et c'est ce que nous devons faire. Près de 70% des exportations africaines vers les Caraïbes proviennent de minéraux primaires. Plus de 40% des exportations caribéennes vers l'Afrique sont des produits chimiques. Trinité et Tobago et les Bahamas représentent ensemble près de 70% des exportations caribéennes vers l'Afrique.